Echoes Studio. Bon, on est pas mal. Ouais. Merci pour l'accueil et surtout bienvenue dans The Big Shift. Pour ceux qui ne savent pas, donc je suis Xavier Seux, votre hôte comme d'hab. Vérifiez que vos écouteurs sont bien vissés sur vos oreilles et que vous avez déjà laissé une étoile ou des commentaires sur votre appli. Merci beaucoup pour ce petit geste, comme quoi parfois les petits gestes c'est vraiment utile, mais c'est hyper important pour que le podcast grandisse. Aujourd'hui on va parler de tech, de ressources et peut-être un peu de fuite en avant. J'ai avec moi Philippe Biwix pour ça, donc c'est un peu la référence sur le sujet, je suis très content. Bonjour Philippe, comment ça va ? Bonjour Xavier, ça va bien. Bon, super, on est chez toi, dans les locaux de l'AREP, que je connaissais pas, qui sont assez incroyables d'ailleurs. Un grand hangar qui est une ancienne usine Renault, c'est ça ? C'est un tout petit bout de l'ancienne usine Panhard et Levasseur. Non, donc c'était plutôt Citroën à l'époque et ça a fermé dans les années 60 et il y a toute une série d'immeubles entre la porte de Choisy et la porte d'Ivry qui sont construits sur les anciennes, sur l'emplacement des anciennes usines Panhard, donc Panhard Levasseur, et donc ce petit bout-là a été conservé effectivement et assez magique, ouais. Ouais, c'est top. Et puis vous êtes une agence d'architecture du coup, la REP, et vous travaillez beaucoup avec des gares. Je regardais sur le site internet. Ouais, en fait, on est filiale de SNCF Gare et Connexion, donc on travaille essentiellement pour la SNCF à 85%, on va dire, et puis 15% pour plein d'autres clients, essentiellement publics et un peu privés. Et on travaille sur la réhabilitation des gares, sur l'évolution de l'outil industriel, donc les technicentres, les centres de maintenance, un peu des bâtiments, des choses comme ça. Et on fait tous les métiers d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre dans le domaine du bâtiment. Donc effectivement, on a des architectes, des urbanistes, des ingénieurs, spécialistes de plein de trucs différents. Et on travaille aussi à l'échelle des mobiliers, de la signalétique. Donc on a des designers. Alors c'est un tout autre sujet, mais que j'adorerais qu'on aborde dans un autre épisode, parce que l'urbanisme, c'est quand même un des points essentiels aussi pour travailler sur un nouvel urbanisme circulaire, sur la mobilité dans les villes. J'imagine que quand on travaille sur des gares, ça doit être des sujets qui sont hyper récurrents aussi, d'ailleurs, sur la question d'une structure publique, d'une infrastructure publique, sur la partie énergétique de ces bâtiments-là. Ça doit être passionnant. C'est passionnant. Alors, je peux te dégoter quelqu'un chez AREP pour t'en parler, revenir dans un autre épisode si tu l'as à peu près marché. Effectivement, on essaye d'accompagner en fait la croissance des trafics, puisque globalement, que ça soit sur la longue distance, que ça soit sur les trains du quotidien, que ça soit en Île-de-France, que ce soit le retour des trains de nuit, etc. Il y a des ambitions très fortes de report modal, et donc il faut adapter effectivement tout l'outil industriel d'une part, et puis les gares qui sont ces lieux de passage, ces lieux quotidiens, et toute leur articulation avec les villes, donc effectivement à travers les modalités et l'intermodalité, donc les mobilités douces, Et c'est un sujet qu'on avait un tout petit peu abordé avec Sylvain Grisot sur l'urbanisme circulaire. Mais alors, on parlait plutôt au niveau bâtiment, transformation des usages et comment est-ce qu'on crée des nouveaux bâtiments qui vont être utilisés, puis réutilisés, puis changer d'usage au fur et à mesure de leur vie. Ça, c'est l'objet de mon dernier bouquin, mais je crois qu'on va parler de ceux d'avant. Yes. Et mon dernier bouquin qui s'appelle La ville stationnaire, avec une petite référence à l'état stationnaire de John Stuart Mill, cet économiste philosophe du 19e siècle, qui disait à un moment la croissance va peut-être s'arrêter, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas le progrès humain, le progrès des arts, des sciences, etc. Et on a un peu adapté ça à l'échelle de la ville, et effectivement on se croise régulièrement avec Sylvain Grisot. On s'apprécie bien et on essaye de taper tous les deux dans le sens effectivement la résilience et le fait d'artificialiser le moins possible notre pauvre territoire et nos pauvres terres agricoles. Écoute, c'est très bien qu'on parle de stationnaire. Aujourd'hui, on va probablement parler un peu de sobriété. On va parler... alors, on en a parlé un peu avec Timothée Parric dans le sens post-croissance et une économie mature qui se transforme, mais sans forcément grossir. Là, je pense qu'on va en parler plutôt au niveau des ressources, au niveau de ce qu'on consomme et ce qu'on produit. Est-ce que tu peux me donner un peu ton regard sur l'état des ressources et un petit exercice de prospective sur la disponibilité, notamment les ressources qu'on utilise pour les hautes technologies? Alors ça nous prendrait 3 heures, donc on va faire ça. Évidemment, c'est l'équivalent d'un de tes bouquins presque. Ou plusieurs. Mais en fait, on va dire, la mauvaise nouvelle, on va dire, si on fait de la prospective de long terme ou de très long terme, ça c'est quelque chose qui avait été justement mis sur la table par un économiste à la fin des années 60, début des années 70, qui s'appelle Nicolas Georgescu-Roegen, qui est un peu un des référents intellectuels, on va dire,
du mouvement de la décroissance, le fait que l'état stationnaire en fait ne suffit pas. Parce qu'il ne s'agit pas juste de ne pas croître pour ne pas dépasser les limites planétaires, mais en fait on tape dans un stock, lui disait de basse entropie, alors ça veut dire en fait un stock où on a accumulé des choses, alors ça peut être des énergies fossiles, la planète les a accumulées sur des millions, des dizaines de millions d'années, ça peut être des minerais de métaux, et du coup on tape dans ce stock très riche, ensuite on va incorporer tout ça dans nos objets, dans les voitures, les infrastructures, les téléphones, je sais pas quoi, et puis un jour ça va finir en décharge ou ça va être recyclé. Mais le fait est que ça finit plus souvent en décharge que ça n'est recyclé. Oui. Et donc, du coup, en fait, la stationnarité, elle peut pas fonctionner sur le très long terme parce qu'en fait, à un moment, on aura un problème comme le stock est peut-être immense, mais à un moment, on aura quand même un problème. Alors, si on se ramène maintenant à plus court terme, on va dire à l'échelle de quelques décennies, effectivement, la question des ressources, elle est prégnante. Elle a d'ailleurs traversé un peu les âges. Ça fait à la fin du XVIIIe siècle, il y a des gens qui commencent déjà à s'inquiéter de la disponibilité des veines de charbon. Au XIXe, ça va être aussi un débat, et en particulier en Angleterre, qui est un grand exportateur de charbon et qui, à un moment, se dit mais est-ce qu'il ne faut pas que je garde mon charbon pour l'industrie anglaise du futur, des siècles futurs. Donc il y a pas mal de débats là-dessus. Et puis le débat, il redémarre aussi à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec cette logique, cette double courbe, on pourrait dire, à la fois démographique, la poussée démographique, l'explosion démographique, on dit à l'époque, et puis le développement, la consommation par personne, et tout ça, ça fait un peu déjà taper dans le stock de plus en plus rapidement. Et donc des gens s'inquiètent très vite, et on est un peu toujours dans ce débat-là finalement, avec d'un côté ce qu'on appelait des cornucopiens, ça vient de cornucopiae, la corne d'abondance, c'est-à-dire l'abondance par la technologie, c'est-à-dire de dire attendez, c'est bon les gars, on n'est pas sorti de l'âge du silex par manque de silex, on a inventé le cuivre après, et puis là c'est pareil, là vous n'allez pas nous embêter avec le cuivre parce que finalement on va passer des fils du télégraphe et puis maintenant du téléphone, on passe à la fibre optique, donc il y en a vachement plus, voilà, donc c'est un peu cette logique-là. Et puis de l'autre côté, un peu des lanceurs d'alerte écolo qui disent oulala, mais non, c'est un stock, on va plus en avoir. Voilà. Donc il y a ce débat-là, il faut toujours faire très attention pour pas verser trop d'un côté ni de l'autre. Ce qu'on peut dire, c'est que le stock, il est littéralement, théoriquement immense. Pour juste prendre un exemple, si je ratipoisais. On parle de minerais, de tous les métaux. Voilà. Alors des terres rares, oui. Donc il faut alors on commence par ça. Terres rares, métaux rares, faut pas confondre. Il y a parfois ça a été un petit peu confondu par les journalistes. Les terres rares, en fait, sont pas particulièrement rares. Le cérium, c'est ce qu'on trouve dans les terres à briquet. C'est plus abondant que plein d'autres métaux qui sont pas qualifiés de métaux particulièrement rares. Donc c'est juste une dénomination du 19e siècle. Donc pour pas confondre, on va les appeler les lanthanides. C'est le lanthane et puis un certain nombre d'autres métaux, une bonne quinzaine, on va dire, qui servent en particulier pour des applications opto-électroniques, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, quand ils sont un peu excités, ils finissent par émettre dans des gammes de couleurs qui sont intéressantes, notamment, par exemple, pour faire des luminophores, donc pour faire du rouge, du bleu, du vert, qui permettent de faire des écrans en couleurs. Voilà, en gros, je caricature outrageusement, il y a plein d'autres trucs. Il y en a d'autres qui servent, qui au contraire ont des propriétés magnétiques. Donc ça permet de faire des aimants tout petits. Donc ça sert dans tous les moteurs, dans tous les haut-parleurs, dans tous les micros. Des choses comme ça. Et en fonction de ce que c'est, on en utilise plus ou moins. Donc moi le propos il est plus général. Il fonctionne aussi pour des grands métaux comme le cuivre, comme le nickel, qui sont pour le coup pas plus abondants, mais qu'on utilise en quantité bien plus importante. Le cuivre, c'est une vingtaine de millions de tonnes chaque année qu'on extrait, alors que les terres rares, tout mouillé, toutes les terres rares, c'est peut-être 200 000 tonnes, donc pour donner un ordre de grandeur. Donc c'est vraiment un rapport de 1 à 100. Mais le propos général, en fait, c'est de dire il y a des quantités phénoménales qui sont un peu partout. Certaines, on les a découvertes, d'autres, on les a pas encore découvertes, parce que soit on n'a pas cherché tellement plus profond parce qu'on a trouvé avant, soit parce qu'il y a des endroits qu'on n'a pas forcément encore complètement cartographiés d'un point de vue géologique, ou qu'on n'a pas forcément exploré. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'une réserve ? C'est une ressource qu'on a identifiée, qu'on peut extraire à prix actuel et à technologie actuelle. Donc du coup, si on l'a identifié ou qu'on l'a pas identifié, on peut en trouver. Et donc repousser le spectre de la pénurie. Si la technologie évolue,
On peut aussi extraire des choses qu'on savait pas extraire avant. Ça marche énergétique. Voilà, ça marche aussi pour les métaux. Aujourd'hui, on peut extraire à partir de minerais qui sont beaucoup moins riches qu'avant, avec des procédés par exemple de chimie, où on va lécher avec des solvants, avec des acides le minerai puis récupérer la partie métallique. Mais ça marche aussi dans les énergies fossiles, les gaz de schiste, les pétroles de roche-mer, ou même le fait d'avoir été offshore à un moment à partir des années 70, ça a permis de trouver quelque part de convertir des ressources pétrolières ou gazières en réserve. Et puis il y a le prix. Donc mécaniquement, il y a plus de pétrole à $100 qu'à $50. Il y a plus de cuivre à $8,000 la tonne qu'à $4,000 la tonne. Voilà. Donc ça, c'est si vous êtes prêt à payer le prix. Finalement, il n'y a pas vraiment de problème de ressources, quoi. Parce que l'or, ça vaut plus cher que le cuivre. L'or, c'est 1 à 5 grammes par tonne dans une mine d'or, alors que le cuivre, c'est plutôt 10 à 20 kilos, 30 kilos de cuivre. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on est prêt à payer si on est prêt à payer l'or plus cher que le cuivre, on peut aller chercher à des concentrations qui sont bien plus faibles que le cuivre. Donc, il n'y a jamais un géologue qui dira qu'il y a un problème de ressources. De quantité de ressources, oui. Parce que finalement, il suffit quelque part d'y mettre le prix ou d'y mettre les moyens industriels. Il n'y a jamais un économiste qui dira qu'il y a un problème de ressources, parce que l'économiste, il rajoute au côté géologue en disant qu'il y a en plus l'élasticité de la demande, et donc on peut faire de la substitution. Finalement, à un moment, je pouvais faire des condensateurs sans tantal, et ça se faisait avec du papier buvard et d'aluminium. Bon, voilà. Alors après, le smartphone ne fait pas la même taille, du coup, mais bon, voilà. Dans l'idée, on peut toujours faire des substituts. Voilà, un certain nombre de choses. Aujourd'hui, par exemple, dans les batteries lithium, il y a des gens qui commencent à dire, mais on s'en fout du lithium, parce que la nouvelle génération de batteries arrive, ce seront des batteries au sodium. Donc sodium, c'est le sel, donc il y en a plein, et voilà, on aura résolu le problème de la rareté du lithium. Voilà. Et si vous allez sur les sites d'internet, de ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, alors, du coup, moi, ce que je dis, c'est que si quand même il y a un petit problème, l'économiste, il rajoute que plus le prix de la ressource est élevé, donc s'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, plus le recyclage va être amélioré aussi. C'est-à-dire que plus le prix, l'or c'est très bien recyclé. C'est très bien recyclé parce que l'or c'est cher, donc ça vaut le coup de le recycler. Alors que les terres rares ou d'autres métaux dans un téléphone, il y en a quelques milligrammes ou quelques dizaines de milligrammes, et au prix à la tonne ou au kilo de ces trucs-là, ça fait quelques centimes, donc personne ne va aller s'embêter pour récupérer quelques centimes. La difficulté, c'est pas la recyclabilité du matériau, c'est plutôt le tri à la source et la récupération des dits matériaux. Alors justement, c'est là que moi je suis un peu venu sur les low-tech, c'est que si quand même il y a un petit sujet lié à la recyclabilité, non pas du matériau en tant que tel, c'est effectivement un métal, ça se refond, ça redonne les mêmes caractéristiques, il n'y a pas de souci, mais comme on les mélange, comment on les mélange en plein de petites quantités, comment on fait des alliages, comment on va faire des trucs qui vont doper des puces au silicium, etc., en toute petite quantité, et bien à ce moment-là, pour les récupérer, c'est quand même très très compliqué techniquement. Voilà. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a à peu près une trentaine de métaux sur la soixantaine de métaux de la table de Mendeleïev, des éléments chimiques, donc qu'on utilise. On utilise autre chose aussi que des métaux, mais entre des métaux. Eh bien, la moitié des métaux est recyclée à l'échelle mondiale à moins de 1%, nous dit l'ONU, pour amener les Nations Unies pour l'environnement. C'est-à-dire rien, en fait, en pratique. Et ça, c'est parce que, justement, on les incorpore, en particulier, dans des usages entre autres numériques, électroniques, etc. Et que les déchets numériques et électroniques, très mélangés, avec plein de modèles très différents, etc. Ça fait qu'à la fin, on va pas pouvoir les recycler correctement. Il n'y a pas de pertinence technico-économique, on va dire, au recyclage. Mais c'est marrant, parce qu'il y a un parallèle qui est très fort avec ce qu'on a vécu sur le plastique et qui commence à être un peu connu, c'est-à-dire que la recyclabilité des plastiques, oui, s'ils sont déjà bien triés à la source, s'ils sont pas complexes, donc c'est-à-dire avec 5 couches différentes, etc. Et j'ai l'impression qu'on l'a pas encore sur les métaux, cette compréhension. Alors ça marche encore, oui, sur les plastiques, il y a quand même un phénomène supplémentaire, c'est que d'abord tout ce qu'on appelle plastique sont pas forcément des thermoplastiques, donc ne sont pas forcément recyclables. Il y a aussi beaucoup de thermodurcissables, des résines diverses et variées qui là pour le coup sont par nature pas recyclables. Donc la seule solution pour les gérer, c'est l'incinération. Oui.
ou la décharge éventuellement, mais maintenant c'est plutôt l'incinération. Donc voilà, tous les trucs, je sais pas, les pales d'éoliennes, machin comme ça, maintenant voilà, faut broyer et incinérer, il n'y a pas tellement d'autres solutions. Souvent il y a en plus des matrices de fibres de verre, de fibres de carbone, qui fait que voilà, ça rend le truc encore plus compliqué. Mais surtout, même les thermoplastiques, donc ceux qui se refondent et peuvent, voilà, je sais pas, de trucs pour le petit truc de je sais pas, la bouteille de shampoing ou de dentifrice en plastique, là, voilà, des polypropylènes, des choses comme ça, ou polyéthylènes. Eux sont vraiment par nature, on peut les refondre et les recycler, si effectivement ils sont pas souillés, s'ils sont pas mélangés. Mais il y a d'abord des additifs dedans, souvent, qui les colorent, etc. Il peut y avoir des impuretés. Et puis, les chaînes chimiques, les polymères, finissent quand même par se casser. Donc, voilà. Donc, au bout d'un moment, alors ça dépend un peu ça dépend le nombre de cycles de recyclage. Je crois que ça monte à 7 maximum, il me semble. Vraiment, c'est exceptionnel. Et donc, c'est un petit peu comme on pourrait dire pour le papier, il faut à un moment remettre de la fibre vierge, si je puis dire, enfin, qui arrive du coup d'une usine chimique. Pour les métaux, il n'y a effectivement pas cette limite-là. Mais par contre, effectivement, on est dans des produits d'une complexité encore plus folle que les plastiques. Parce que voilà, des alliages, il y en a vraiment des milliers différents. Et puis, voilà, dans les produits électroniques, ça atteint vraiment un niveau exceptionnel. Et donc, voilà, on se retrouve dans des usages dispersifs, finalement, quasi dispersifs. C'est-à-dire alors, parfois, les métaux vont pas être perdus. C'est-à-dire que, je sais pas, le néodyme qui sert dans les aimants du petit moteur de rétroviseur de voiture, les câblages de cuivre, tout ça, en fait, ils vont être broyés avec la voiture et puis tout ça va passer au four électrique et puis on va refaire de l'acier avec parce que c'est essentiellement de l'acier. Et en fait, ils vont pas être perdus, ils sont toujours là, mais ils vont être en éléments traces de l'acier, donc ils sont perdus pour toujours parce que la taupe de cuivre. En fait, c'est du métal à usage unique, quoi. Voilà, c'est ça, effectivement. Voilà, plus on enrichit finalement technologiquement nos objets, nos matériaux, etc. Plus on va avoir tendance, alors, à éventuellement être efficace dans l'utilisation de la ressource, parce qu'on n'en utilise pas beaucoup. Par contre, eh bien, en fait, l'usage va être perdu, quoi. Et c'est une sorte d'effet rebond, en fait, finalement, en fait, on répond à un problème avec des solutions de plus en plus complexes, mais du coup, qui amènent d'autres problèmes qui ont besoin de solutions plus complexes encore. Alors, je dirais pas que c'est... Moi, je mettrais pas ça dans l'effet rebond. Pour moi, l'effet rebond, c'est vraiment... Je préfère rester dans le couloir de nage de William Stanley Jevons avec ses machines à vapeur et son charbon. Donc, c'est de dire... C'est plutôt... consacrons-le plutôt à dire... On a des produits unitaires, des services unitaires qui sont de plus en plus efficaces, qui contiennent de moins en moins de matière ou qui émettent de moins en moins de CO2 ou qui consomment de moins en moins d'énergie. Ça intéresse tout le monde parce que moins d'énergie, moins de matière, ça fait des produits moins chers. Donc ça intéresse toutes les entreprises, il n'y a pas de problème. Mais du coup, le fait que ça soit moins cher, ça fait qu'on va en consommer plus. Donc l'effet rebond, pour moi, c'est la voiture avec une motorisation qui est meilleure, mais on a des voitures de plus en plus puissantes et de plus en plus lourdes. C'est la 5G qui est 100 fois plus efficace que la 4G pour transmettre 1 octet d'informations, mais on va transmettre beaucoup plus que 100 fois ce qu'on émettait avec la 4G, parce qu'on va augmenter le format des vidéos, on va faire le métavers et je sais pas quoi. Donc pour moi, ça, c'est l'effet rebond. Là, c'est pas forcément... Là, pour moi, c'est plutôt lié au fait que, j'appellerais ça l'enrichissement technologique. Alors, l'enrichissement technologique, il peut être intéressant, il peut avoir été mis en place pour optimiser des choses, effectivement. On pourrait dire que, il y a une partie des objets connectés, par exemple, qui peut être hyper utile pour, surveiller des réseaux, pour, on peut leur trouver un certain nombre d'usages, y compris éventuellement environnementaux ou d'efficacité. Et puis, dans toute une série de sujets, pour moi, c'est juste du marketing, c'est le développement des besoins un peu artificiels, on pourrait dire. Et puis, évidemment, au bout d'un moment, les besoins artificiels deviennent des besoins nécessaires, parce qu'on est enchâssé. Dans le médecine, c'est mon je sais pas, je descends dans le métro. Aujourd'hui, si je descends dans le métro et que j'ai pas le panneau qui m'indique que le prochain métro va arriver dans 3 minutes, je commence à avoir des sueurs froides, quoi, parce que est-ce qu'il va vraiment arriver dans 3 minutes? Or, j'ai connu le métro, il n'y avait pas, et puis on attendait, et puis au bout d'un moment, on entendait dans le tunnel, il arrivait. Donc on s'habitue aussi, en fait, à cet aspect un peu de confort technologique, on pourrait dire, et puis d'avoir un peu tout de suite, en un clic. Et donc, c'est ça qui génère cet enrichissement technologique aussi, quoi. Par exemple, dans des gares, il y a un sujet que tu connais bien. Est-ce que le fait d'avoir ajouté ces panneaux, par exemple, alors pour le métro, c'est peut-être anecdotique parce qu'effectivement, il y a un rail, ça va dans une direction, mais des panneaux d'affichage, je me souviens quand je prenais le train il y a 10 ans,
on voyait pas du tout à quel moment le train allait arriver, ou toutes les gares qu'il allait desservir, ou est-ce que ça permet de fluidifier un trafic avec des utilisateurs qui sont de plus en plus nombreux sur du transport collectif? Ça peut être intéressant. Est-ce que, en fait, dans quelle mesure, mais on va arriver peut-être un peu après là-dessus sur cette question, mais où est-ce qu'on met la limite en se disant ok, non, là, pas besoin de high-tech, on reste sur quelque chose de sobre, alors qu'on ne sait pas trop tant qu'on n'a pas essayé si ça va améliorer vraiment les choses. Et pareil, est-ce que se dire rester low-tech, c'est pas un frein à des innovations qui peuvent être majeures et vraiment améliorer derrière Oui, on tatillonne, on expérimente sur ces sujets-là, parce qu'évidemment, on n'est plus dans des sujets techniques, on est dans des sujets socio-techniques qui embarquent les comportements, les usages, quelque part les référentiels culturels. Il y a aussi le fait que si demain, alors aujourd'hui déjà, effectivement, je confirme que la manière de faire de la signalétique, elle guide les flux et fait que du coup, à un moment, vous avez l'impression que tout le monde est coincé, que ça avance pas ou que ça va bien marcher. Donc, effectivement, aujourd'hui, on pourrait pas s'en passer d'un claquement de doigts. Mais on a des cas où, effectivement, on se pose vraiment cette question. Par exemple, en mode dégradé, il peut y avoir des questions de dire, je sais pas s'il y a par exemple une rupture d'interconnexion à la gare du Nord sur le RER B, voilà, pour prendre un exemple un peu précis, ou alors classique, pas forcément classique, mais voilà, qu'il faut savoir gérer. Eh bien, effectivement, tout va être un peu perturbé. Est-ce qu'on fait tout l'affichage finalement à travers des écrans, mais en sachant que finalement les systèmes qu'il va falloir alimenter pour dire oh là là, va falloir aller à tel quai, faire tel truc, ça sera pas forcément évident à gérer en temps réel? Ou est-ce que on met une petite tirette sur les écrans et que y a plus d'écran et qu'à un moment c'est des gens avec des gilets qui descendent sur les quais et qui vont guider les personnes avec voilà, ce qui est souvent le cas ce qui va de toute manière être le cas parce que effectivement les gens vont venir en contact. Donc c'est effectivement dans ce cas-là, il peut y avoir effectivement une logique de dire c'est quoi, qu'est-ce qu'on confie quelque part à la machine et qu'est-ce qu'on confie à l'humain, et qu'il peut y avoir comme ça des bougées. On a eu une espèce de tendance un peu historique à dire c'est super, quand on met que des machines, des capteurs, des machins, ça va être chouette. Et puis il y a encore ce buzz un peu l'intelligence artificielle, big data, machin, donc le smart building où tout est géré, tout est automatique. Puis en fait, on s'aperçoit qu'en général, ça marche pas. Ouais. C'est quand même un peu dévoyé par les utilisateurs, ou mal compris, ou mal pris en main. Il y a on est un peu déçu. Parfois, les performances environnementales d'un bâtiment bardé de capteurs, en fait, elles n'y sont pas forcément. Et que à ce moment-là, remettre un peu d'humain et puis finalement de se dire, non, ma ventilation, elle est naturelle. Je vais avoir un gars qui passe, ou une fille qui passe le soir, couvre les fenêtres quand il fait un peu plus frais, ça ventile, et puis on referme 2 heures après, et c'est le gardien de nuit qui s'occupe de ça. Et d'ailleurs, ça peut enrichir ou pas un peu le boulot, j'en sais rien. C'est des choses comme ça qu'on essaie de se poser. Donc, j'appelle ça le techno-discernement, ou le discernement technologique, de dire bon, mais ok, oui, il y a des trucs très très bien. Je sais pas, si je vais me faire opérer, je suis content qu'il y ait un petit robot chirurgien qui accompagne le chirurgien pour que le geste soit hyper précis, l'imagerie médicale, j'en sais rien. Enfin, je prends exprès évidemment le domaine médical, le domaine de santé qui est quand même souvent pris en alibi pour beaucoup de choses, pour la 5G notamment. Formidable, même là. Alors ça c'est et pour l'aviation aussi, on ne peut pas enlever les jets privés. Exactement, parce que c'est un transport qui et puis pour l'école numérique, moi j'ai écrit un bouquin aussi contre la numérisation de l'école, justement, qui est pour moi un manque de discernement technologique, parce que c'est un usage technologique complètement stupide, voire même contre-productif. Eh bien, je sais qu'à l'époque où le bouquin est sorti, il y a 6-7 ans, 6 ans, il y a des gens qui nous avaient dit qu'on était des monstres parce qu'on allait empêcher des enfants hospitalisés de suivre les cours à distance. Donc c'était donc effectivement très très vite. On parle de 0,02% des jeunes enfants de l'école publique. Il y a d'autres moyens de suivre les cours à ce moment-là. Il faut s'en donner les moyens. Et puis il y a d'autres moyens, y compris humains, de faire en sorte que la personne ne soit pas complètement détachée. Et d'ailleurs, ça a marché comme ça pendant longtemps. Donc effectivement, la 5G, c'était le chirurgien connecté. Alors on s'est aperçu après qu'on allait avoir du mal à mettre le chirurgien à distance, et puis que sur la place du village, on allait avoir l'anesthésiste, les infirmiers, et je sais pas quoi, et la salle de réveil, ça ne faisait pas trop. Donc on comprenait pas pourquoi fallait tartiner de 5G tout le pays pour ça. Alors après, ça a un petit peu évolué. C'était l'ambulance qui devenait connectée. Enfin bon, effectivement, c'est un peu stupide. Bon, alors on va dire qu'on va pas
challenger l'intérêt de la technologie dans le domaine médical, même si on pourrait se dire parfois ça peut aller aussi trop loin, parce qu'on peut imaginer qu'on va faire demain des hommes et des femmes augmentés, des puces neuronales et que sais-je, donc ou de la manipulation génétique. Donc pas sûr que tout ça soit bon à prendre, mais on va simplifier. Et puis voilà, il y a d'autres domaines où peut-être effectivement l'enrichissement technologique apporte pas grand-chose, je sais pas quoi, et on est dans la fioriture presque marketing, avec des afficheurs digitaux sur l'électroménager, le réfrigérateur qui fait les courses tout seul sur Internet, le distributeur de croquettes pour chats avec balance électronique, dispositif de reconnaissance faciale pour pas nourrir les chats du quartier, parce que sinon tout le monde va venir se servir. Bon voilà, des choses un peu qui sont quand même un peu plus stupides, mais qui à la fin vont créer ce flot de déchets électroniques et ce gâchis de ressources dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que tu as un exemple peut-être de low-tech de façon très concrète qui peut être mis en place facilement, remplacer une high-tech et qui a un impact assez direct? On parlait des bâtiments tout à l'heure, tu n'as pas terminé ton exemple, mais du coup tu me disais comment ça se passe dans un bâtiment, enfin remplacer la technologie par une personne. Tu peux avoir effectivement, tu peux avoir des choses où tu vas avoir un contrôle passif plutôt que actif de la température de confort, par exemple. On en a confondu pendant 30, 40 ans, 50 ans la température de confort avec à combien il faut chauffer l'air ou refroidir l'air. Hein. Donc là, voilà, retour sur l'hiver avec les consignes à 19 degrés, etc. Mais en fait, il y a d'autres manières d'atteindre le confort thermique. Ça peut être à travers les matériaux, des parois et des sols qui vont être plus ou moins chauds, plus ou moins froids. Voilà, une faïence, un carrelage, c'est plutôt froid dans une salle de bain, alors qu'un enduit, c'est plutôt chaud. Il peut y avoir la manière de faire, d'être plus ou moins isolé. Il peut y avoir le fait d'utiliser plus ou moins de biomatériaux, de matériaux géosourcés. Ça ne veut pas forcément dire faire une maison à l'argile, quoi. Non, mais enfin, ça peut être hyper intéressant, une maison à l'argile, pour le coup. Je pense que la construction terre, qui est encore beaucoup moins développée que la construction bois, c'est une vraie piste de complément, justement, parce que du bois, on n'en aura pas assez. À un moment ou un autre, voilà, on va pas tout construire en bois non plus. Hein, ça va être compliqué si on voulait remplacer tout le ciment par du bois. Donc, pour du petit, justement, du petit tertiaire, pour des maisons individuelles, pour du tout petit collectif qui ne monterait pas à plus d'un étage ou 2 étages, la terre peut être une très très belle piste, et en plus qui apporte effectivement des aspects très très bien pour le confort, pour l'inertie, pour l'acoustique, pas mal de choses comme ça. Après, si tu as des exemples peut-être pour la mobilité, pour l'agriculture, qui sont des gros sujets, je trouve, de transformation. C'est toujours. En fait, c'est toujours pareil. Je suis toujours un peu. J'ai contribué à ça parmi d'autres, au développement d'un peu de cette idée de low-tech. Moi, j'aime toujours dire que le low-tech, c'est d'abord une démarche. En fait, c'est pas, il y a des objets low-tech, des objets pas low-tech. On avait dit qu'on définissait pas le low-tech. On est un peu obligé, du coup. Voilà. Non, mais en quelques mots quand même, ça, parce que voilà, des fois je sors mon téléphone 2G et puis les gens ils disent Philippe Duix, vous avez il est low-tech votre téléphone. Bon, et ce téléphone 2G il y a 15 ans, c'était avant l'arrivée du smartphone, c'était la pointe de la modernité. Donc on est toujours le low-tech et le high-tech de quelqu'un. Donc moi j'aime bien parler plutôt d'une logique, d'une démarche, effectivement, qui consiste d'abord à dire qu'on fait de la sobriété, peut-être on va y revenir, et une sobriété qui est pas juste une sobriété austérité avec je chauffe moins et je sais pas quoi. Il y a d'autres manières de faire de la sobriété aussi, une sobriété plus systémique. Et puis que effectivement les objets qu'on fabrique, on ait des réflexions autour de leur conception, de leur design, de l'accès aux pièces d'usure, de leur réparabilité, pour les faire durer. Alors du besoin auquel ils répondent, je le collerais plutôt dans la sobriété, on va dire de quelle fonctionnalité j'ai besoin. Voilà, mais on peut réfléchir à ça. Voilà. Et donc du coup, la question c'est un peu jusqu'où on va. C'est-à-dire que voilà, dans l'agriculture, il y a plein de techniques hyper intéressantes qui se développent, la permaculture, l'agroforesterie, le maraîchage biologique intensif, plus respectueux des sols, du vivant, etc. Par contre, quand on commence à dire on va faire de la traction animale, j'ai un peu plus de mal. Alors je veux bien qu'on fasse un peu de traction animale en maraîchage pour traverser des rangs de carottes et je sais pas quoi, mais faire de la traction animale en grande culture,
Bon, c'est un peu revenir quelque part au 19e siècle où on avait 15% des surfaces agricoles qui étaient dévolues à l'avoine, enfin à la nourriture des chevaux. À la nourriture des c'est un peu dommage probablement. Voilà. Par contre, on peut avoir une réflexion sur c'est quoi les engins agricoles. Moi, je pense par exemple à des associations comme l'Atelier Paysan, qui est un peu incroyable, qui développe qui est à la fois une vraie réflexion politique, et je vous incite à lire leur bouquin publié au Seuil. Hein. On le mettra en description. Ouais. Voilà, qui s'appelle Reprendre la terre aux machines, et qui aussi fait des ateliers d'autoconstruction avec des plans en libre accès d'un certain nombre de machinerie agricole. Et bon, l'idée, voilà, elle peut être de dire quel type d'engin j'ai besoin, parce qu'aujourd'hui, il y a une course aussi à la taille, des engins qui sont de plus en plus puissants, qui sont de plus en plus lourds, qui tassent de plus en plus les sols. Polyvalents aussi. Et voilà, qui endettent de plus en plus. Et donc finalement, il y a toujours une gradation. On part finalement de la vache de Fernandel, et puis voilà, vous avez quoi, une vache, 2 vaches, 3 vaches, et c'est tout, quoi. Parce que si vous avez 3 vaches et que vous allez faire la traite à la main, vous en avez pour la matinée. Je caricature un peu, mais à peine. Bon, voilà. Et puis après, vous passez la treilleuse. La treilleuse automatique, c'est pas mal, en fait. Et ça permet d'avoir peut-être, je sais pas, 10, 15, 20 vaches. Puis après, vous passez au robot de traite, tout automatisé, où là, il vous faut 150, 200 vaches. Et puis après, vous arrivez à la ferme des 1000 vaches. Voilà. Et la question, c'est à quel endroit vous vous arrêtez, quoi. Et si vous vous arrêtez à traire à la main, là, il faut vraiment qu'on soit très très nombreux à retourner dans le domaine agricole, mais vraiment très nombreux. Et censé être le cas dans les prochaines années. Tout à fait, mais entre 1 million de paysans qui sont installés et puis 25 millions, bon voilà, on peut réfléchir. Je dis pas que ça peut être des très très beaux emplois tout, mais il y a des questions de pénibilité aussi, et tout, qui fait que voilà. Oui, la sobriété en lait, dans sobriété, alors on peut manger moins bien entendu, on peut aussi manger moins de lait, moins de yaourt, moins de fromage, je sais pas quoi. Bon, mais voilà, c'est un peu tout ça à la fois, mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours une histoire de gradation, voilà, pour moi. Et donc, c'est toujours une logique plutôt de démarche. Donc, en fait, on peut imaginer dans la sobriété, pour anticiper la question qui allait venir, c'est de dire, moi, je pense qu'il y a une sobriété qui est une sobriété d'usage, comme on a commencé un peu à l'expérimenter, qui est un peu désagréable, qui est effectivement de chauffer moins, ou de pas climatiser, ou climatiser moins, ou seulement les endroits avec des personnes fragiles. Bon, ça, c'est hyper efficace. Ça demande une évolution finalement juste sociétale, de référentiel. Ça viendra. Hein. Peut-être qu'on va, à mon avis, on va pas rénover thermiquement. On va pas avoir le temps. On va pas réussir à rénover thermiquement assez vite. Les enjeux de rénovation thermique sont incroyables. Il faudrait multiplier par 20 la vitesse à laquelle on va aujourd'hui. Tenir nos rythmes pendant 30 ans. Enfin, j'ai beaucoup de mal à y croire. J'aimerais, mais j'ai beaucoup de mal à y croire. Donc je pense qu'en fait, on va baisser tranquillement la température. Quand je dis tranquillement, parce que ça va se passer comme ça, et puis on va à peine s'en rendre compte, quoi. Ça sera des petites glissades comme ça. Bon, voilà. Mais il y a d'autres types de sobriété qu'on peut imaginer. Alors, quelques exemples, y compris dans le domaine high-tech. Bon, aujourd'hui, vous avez, on empile les réseaux 2G, 3G, 4G, 5G de 4 opérateurs différents. Bon, moi, chez moi, j'ai pas 4 tuyaux de gaz, 4 tuyaux d'eau, 4 câbles électriques qui rentrent dans mon logement pour m'alimenter. Il y en a qu'un. Bon. Et puis, soit il n'y a pas de concurrence, mon truc ça s'appelle Gaz de Bordeaux, il n'y a pas d'autre solution, soit il y a de la concurrence, mais elle est organisée différemment, et c'est le même réseau d'accès. On pourrait faire exactement la même chose avec un unique réseau d'accès, même 5G si on veut aujourd'hui pour faire moderne. Tout le monde monte dessus, on donne des concessions régionales aux différents opérateurs, tout le monde est content. Ça coûterait moins cher aux opérateurs, ça coûterait moins cher du coup aux clients. Ça permettrait de gérer éventuellement les zones blanches si on veut aller chasser les derniers électrosensibles. Et voilà. Et d'un claquement de doigts, je caricature un peu, mais c'est pas très très long, très dur à faire parce qu'en permanence les antennes sont changées, évoluent, etc. Ils en démontent d'un côté, ils les remontent de l'autre. Eh bien, on diviserait par 2 la facture énergétique du réseau d'accès télécom Internet en France. Bon, voilà, alors ça fait ça fait quelques térawattheures, quoi, un petit. Mais c'est des choses qui sont testées dans d'autres pays, ça, par exemple, sur la partie réseau mobile. Non. Est-ce que la plupart des pays où c'est privé et il y a de la concurrence sur tout? Parce que tout le monde a de la concurrence. En fait, il y a 2 intérêts. Enfin, il y a tout le monde qui a intérêt à ce qu'il y ait plusieurs réseaux. C'est les gens qui payent des licences. Ouais. Donc, du coup, l'État a un intérêt à mettre aux enchères les licences. Et puis,
les consommateurs, eux, non, pas tellement. Et c'est plutôt les opérateurs télécoms non plus, parce que ça leur coûte cher, en fait, de développer des réseaux. C'est plutôt les équipementiers, en fait, qui ont un intérêt à ce qu'il y ait une évolution comme ça permanente. Donc non, c'est pas testé, mais d'un point de vue technique, c'est certain que ça marche. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre? Un autre exemple hyper disruptif là, pour se projeter en 2050. Hein. En 2050, on a un réseau qui sera beaucoup plus... un mix énergétique beaucoup plus électrique, a priori, hein, parce qu'on doit sortir des énergies fossiles. Et dans ce mix électrique, avec ou sans nucléaire, il est probable qu'il y aura beaucoup d'éolien. Bon, voilà. Donc, selon les scénarios, si vous prenez par exemple RTE, là, qui avait fait 3 scénarios nucléaires, 3 scénarios sans nucléaire, pour être un peu œcuménique, c'est un boulot hyper intéressant. Voilà. Bon, vous avez, selon les scénarios, il y avait 25 à 50% d'éolien dans le mix. 25 à 50% d'éolien, ça veut dire que quand il n'y a pas de vent en Europe pendant une semaine, ça arrive pas souvent, mais ça arrive, une semaine, 10 jours, eh bien, il faut que vous soyez capable d'avoir quelque part stocké l'équivalent de 25 à 50% de votre consommation électrique d'une semaine. Oui. En termes de stations de pompage turbinage, de batteries, de biogaz, d'hydrogène, de stations, c'est un truc de malade. On pourrait très bien imaginer de se dire, non, on va faire de l'effacement plus quelque part, c'est-à-dire qu'on accepte d'un point de vue sociétal que, puisqu'on aura un mix avec plus de vent, plus de soleil, eh bien on va s'adapter un peu, on va adapter un certain nombre de rythmes de travail, d'organisation de la société à ça. Et que du coup, quand il y aura une semaine sans vent, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On dit, on envoie les électrons sur le système de transport en commun, sur les hôpitaux. Enfin, tu vois, on gère vraiment ce qu'il y a à gérer. Mais par contre, le chauffage dans les bureaux, le chauffage à la maison, allez, on va descendre 19, 18, 17, 16, 15, 14. Putain, le 5e jour, quand le vent revient, tout le monde est hyper content, quoi, de partir de 14. Parce que, mais il fait beau, il pleut. Ouais, voilà, exactement. Mais entre mettre l'anorak à la maison une fois tous les 3 ans, et puis mettre l'anorak tous les jours pour aller faire de la maintenance offshore à 50 bornes des côtes, parce qu'il aura fallu installer X trucs en plus. Voilà, il y a des questions à se poser quand même. Ouais, aujourd'hui, ça semble être un discours de guerre, en fait, de dire ça, c'est irrecevable. Irrecevable, parce que le boulot même de RTE, depuis 50 ans, ou je sais plus quand ils ont été filialisés. Avant, c'était juste une business unit d'EDF, je pense, mais leur boulot, c'est de dire, t'appuies sur l'interrupteur, ça s'allume, quoi. Voilà. Et ça, c'est cet imaginaire, on pourrait dire, des 30 Glorieuses, il est installé, quoi. Donc, l'imaginer de dire, non, là, t'as lu. En fait, non. Ah non, ta machine à laver, elle s'allume pas, en fait, parce que là, il n'y a pas de vent, en fait, aujourd'hui. Donc, c'est un peu comme quand tu mettais ton truc sur la corde à linge, t'attends qu'il y ait du vent pour lancer ta lessive, et que ça sèche plus vite. Voilà, en fait, ça, pour l'instant, c'est inimaginable, effectivement, mais moi, je pense que dans 30 ans, ça sera installé. Voilà, on verra. Ouais. Tu penses qu'il y aura des coupures partielles, des coupures par type de secteur, du secteur tertiaire de loisirs? Je sais pas, une agence de voyage, on pourrait leur dire, vous, en ce moment, votre activité réduite ou arrêtée parce que vous n'êtes pas un secteur d'urgence pour la société. Ouais, voilà. Alors, je sais pas si c'est le bon exemple, parce que là, avec l'agence de voyage, tu réveilles des questions sur c'est quoi l'aérien et tout ça en 2050, donc ça nous amènerait à d'autres trucs. Mais, oui, en plus. Voilà, mais de dire qu'effectivement, n'importe quel, on est en secteur loisirs. Une espèce on aura une organisation de la société qui permettra effectivement de s'adapter à la variabilité à la plus grande variabilité de la production électrique liée au fait qu'on sera accroché essentiellement sur des renouvelables. De la même manière, on pourrait dire que je sais pas, au Moyen-Âge, quand le moulin, quand il n'y avait pas assez d'eau, le moulin tournait pas, et donc le meunier faisait autre chose, quoi. Ouais, mais tu vois, dans la phrase, il y a Moyen-Âge, c'est terrible. Ah oui, parce qu'on se dit, bien sûr. Dans les débats, on dit énormément non, la décroissance, c'est différent de la récession, la décroissance, c'est pas un truc d'Amish, la sobriété, c'est pas un retour à la chandelle et à la bougie. Ouais. Et en même temps, quand on prend l'exemple, on se dit, c'est un mauvais exemple, donc j'aurais pas dire ça, mais bon, il y avait eu je crois que c'était Julien de Normandie qui était ministre de l'Agriculture il y a quelques années de ça, et qui s'était fait brocarder parce qu'il avait dit va falloir sortir des pesticides, des intrants, et donc faire de la rotation des cultures, et on va revenir à l'agriculture de nos grands-parents. Alors la FNSEA, tout ça, ils avaient tous sauté au plafond, mais en fait non, ils se trompaient profondément, parce que justement sortir des pesticides aujourd'hui, c'est pas revenir à l'agriculture de nos grands-parents.
et même réinventer la rotation des cultures, remettre des haies. Non, c'est au contraire, c'est l'agriculture avec toutes les connaissances scientifiques et techniques qu'on a accumulées depuis. C'est gigantesque, donc ça n'a rien à voir en réalité. Par contre, effectivement, tout n'était pas moins bien avant non plus, et tout n'était pas mieux, donc il ne faut pas non plus tomber dans l'angélisme, dans le passéisme. Mais voilà, il y avait des choses mieux, des choses moins bien, et on peut s'inspirer d'un certain nombre de trucs. Bon, voilà, le Moyen-Âge, il nous fait peur aujourd'hui parce que c'est les visiteurs et les chicots-carriers. Mais bon, voilà, je pense qu'il y avait beaucoup plus de jours de fériés et de fêtes au Moyen-Âge qu'aujourd'hui, même avec les congés payés, quoi. Donc, ça pourrait faire réfléchir aussi, voilà, sur certains domaines, quoi. Bon, dans tes bouquins, c'est le point de vue d'un ingénieur sur ces questions-là, mais du coup, sur ces questions qui sont des questions de planification, ça peut pas se faire sans l'État. Pour toi, c'est quoi le rôle de l'État? Tu vois, par exemple, quand tu me dis sur peut-être avoir une énergie limitée pour certains secteurs, etc. Comment est-ce que, ou même mutualiser des réseaux mobiles, d'antennes, etc. Quel est le rôle de l'État là-dedans pour instaurer ces politiques? Ouais, alors moi j'ai un côté un peu jacobin, donc c'est parce que j'ai fait une école d'ingénieur, voilà, donc forcément on a. Parce que la théorie est très bien, quoi, mais là-dessus en place. Donc en fait, moi je pense que d'abord plutôt que de dire de l'État, moi je dirais d'abord le rôle de la puissance publique, parce qu'en fait la puissance publique elle peut agir à différentes échelles. Voilà, donc il y a après le truc étatique, il y a le truc mythe. Supra-étatique, y compris européen, voire mondial, et puis on a les échelles en dessous avec les régions, les métropoles, les communes, les intercommunalités. Et je pense que tout ce tissu-là doit fonctionner, fonctionne et doit s'articuler de mieux en mieux. Moi, ce à quoi je crois pas, c'est le pouvoir du consommateur. Voilà, je pense que c'est parmi tous les mirages économiques, il y en a un qui s'appelle le client est roi. Le client, il est roi de que dalle et il décide juste il pousse son truc dans son supermarché, et je dis ça sans aucun mépris, et voilà, il choisit ce qu'il y a à choisir parmi X produits, quoi. Donc on vit pas dans une économie tirée par la demande, on vit dans une économie poussée par les entreprises qui ont un intérêt à ce que les choses qu'ils fabriquent se vendent. Et donc ça, c'est pas très nouveau. C'est John Kenneth Galbraith, le nouvel État industriel, 1961, je crois. Donc voilà, qui avait montré que au milieu de la guerre froide, que les États-Unis étaient une économie planifiée à cause de ça et du poids du complexe militaro-industriel. Donc ça avait fait un peu jaser, mais comme c'était un grand économiste qui avait eu un rôle très important pendant la Seconde Guerre mondiale sur la régulation des prix, on le laissait dire ça. Et donc, moi, je crois pas aux consommateurs. Enfin, je pense que oui, on peut soutenir de ci, de là des filières, c'est bien, évidemment. Moi aussi, j'essaye de trouver, je sais pas quoi, mon miel en circuit court et de faire mes confitures moi-même et je sais pas quoi. Mais voilà, ça a un peu ses limites. Et après, voilà, il y a quand même un truc qui s'appelle les entreprises, qui sont des entités qui jouent dans des règles du jeu, voilà, qui optimisent par rapport à des règles du jeu. Des règles du jeu qui sont des règles fiscales, réglementaires, normatives, voilà, et qui jouent avec un écosystème de clients, de fournisseurs, et c'est là que ça se passe, quoi. Et donc, à un moment, il faut changer les règles du jeu, et ça, c'est la puissance publique. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses qui se passent au niveau de l'État, que l'État... alors, je fantasme pas, et de moins en moins, malheureusement, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de trucs un peu déliquescents pour différentes raisons qui nous amèneraient trop loin. Mais voilà, je fantasme pas les grands classiques de l'État, les grands serviteurs incroyables et tout. Je pense que on n'est plus tout à fait dans un monde gaulien ou gaulliste, je sais pas comment dire. Voilà, il y a plus de, voilà, il y a des pantouflages, des machins, et il y a encore des gens très très bien. Mais voilà, il y a des choses que l'État sait encore faire très bien et des choses qu'il fait très très mal. C'est clair. Enfin, juste aller regarder la crise sanitaire et tout ça. Enfin, les trucs qui ont été inventés sont un peu incroyables, et on se dit, et en fait, c'est pas l'État, quoi. C'est deux mecs qui font une charrette un soir dans le cabinet machin truc du ministre, je sais pas quoi, et qui doivent pondre une espèce d'autorisation de sortie, ça donne des trucs un peu débiles qu'on a vus. Bon, voilà. Donc c'est pas l'État, quoi. Ça, voilà, l'État, vraiment, il se personnifie avec des vrais gens, quoi. Donc dans l'urgence, en plus, c'est pas forcément simple. Donc, par contre, il y a des choses qui peut faire très bien aussi, c'est de protéger de la pression locale, quoi. Je pense par exemple à la loi littorale. La loi littorale, finalement, c'était quand même pas mal qu'elle soit pas régionale. Je me dis que le fait qu'elle ait été nationale et qu'il y ait des choses un peu imposées, ça a fait quand même que, du coup, la pression sur les élus localement pour bâtir ou pas bâtir, non, c'est pas chez moi, ça a été décidé là-haut. Donc, voilà. Ça marche quand il y a aussi une reconnaissance un peu du poids politique et tout. Évidemment, aujourd'hui, ça devient plus compliqué.
pour les raisons qu'on sait, mais voilà. Et puis il y a des choses à mon avis qui peuvent être au contraire quand même très régionalisées, parce que justement peut-être les énergies renouvelables c'est pas forcément le même mix à Dunkerque et à Nice, parce que voilà, et que là peut-être l'approche elle peut être un peu différente. En tout cas, il y a du normatif, du réglementaire, c'est indéniable, des choses qu'il faut interdire, des choses qu'il faut taxer, des choses qu'il faut imposer d'une certaine manière. Et donc ça, c'est peut-être plus du niveau de l'État, la politique fiscale, etc. Et puis il y a des choses qui sont plus du domaine du prescriptif, du soutien à l'innovation, du soutien de l'exemplarité locale, etc. Et ça, c'est peut-être plus le millefeuille qui se balade aux échelles en dessous. J'essaie de me faire une idée un peu de ton avis général du coup sur comment ça se passe, et j'ai du mal à savoir si t'es plutôt genre pas négatif, mais si t'es plutôt résigné ou si t'es plutôt positif sur la suite. Est-ce que tu peux me dire un peu pour conclure comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de cette prise de conscience de notre finitude de ressources, leur manque de circularité et du coup de cette acceptation de la sobriété induite par ça? Ouais, alors c'est bon, il faut chacun gère un peu son univers cognitif comme il peut. Donc moi, ma manière de faire, c'est effectivement d'être assez pessimiste sur le constat et puis même sur presque les implications à long terme, on pourrait dire. Hein, Georges Scorogan, il disait chaque voiture que vous fabriquez aujourd'hui, ce sont des vies humaines en moins dans le futur parce qu'ils fabriqueront pas des charrues ou des bêches. Hein, donc c'était assez violent. Hein. Alors en fait, en vrai, si votre charrue elle est en acier, il y a vraiment beaucoup de fer et tout. Donc c'est plutôt une histoire énergétique, une histoire de basse entropie, parce que là pour le coup il y a vraiment de quoi faire. Mais ça peut être vrai pour, je sais pas, le smartphone qu'on va balancer. C'est peut-être effectivement un truc qui manquera pour je sais pas quoi, l'outil du dentiste de l'an 2300 quoi. Donc projeter un peu sur le temps long, tout ça est un peu flippant. Faut pas trop soulever le couvercle. Sur le temps plus court, j'essaye de faire ma part. On va dire ça comme ça. Hein, ça fait un peu colibri, mais bon, voilà, c'est pas du tout. C'est pas du tout pour le copyright, mais bon, moi, il y a un côté cathartique dans tout ça. C'est-à-dire, j'ai écrit parce que j'avais besoin d'écrire des choses qui n'avaient pas été écrites. J'ai écrit des choses que j'aurais eu envie de lire, d'une certaine manière, mais c'était pas forcément dispo au moment où je l'ai fait. Maintenant, il y a plus de choses quand même qui existent, y compris sur la question des ressources, d'ailleurs. Et donc, je vois bien que les forces en présence, à la fois les choses bougent. On voit bien quand même qu'il y a les référentiels bougent. On n'a jamais parlé autant de sobriété, enfin, pour des trucs où ça commence à être un peu pour de vrai. Ça devient dur de faire du greenwashing, hein, même en entreprise. Moi, je bosse, je suis directeur général d'une boîte de 1000 personnes. On recrute, etc. On peut pas commencer à raconter des trucs qu'on fait pas. Quoi. Après, je pense que les gens qui postulent à la REP sont un peu plus informés que la moyenne, peut-être. Oui, parce que mais ils sont exigeants. Du coup, c'est bien qu'ils soient exigeants. Enfin, et donc il faut essayer de faire des choses pour de vrai, et on peut plus raconter qu'on fait des choses. Voilà. Donc tout ça, ça bouge. Donc c'est intéressant, et ça c'est le côté un peu optimiste et dynamique. Et en même temps, je me rends bien compte que tout ça se passe dans un petit pays de la péninsule européenne, machin, et que peut-être à Singapour, je sais pas quoi. Je dis Singapour, non pas du tout pour stigmatiser Singapour, mais qu'ailleurs, en Asie, etc. Il y a des dynamiques différentes, et c'est pas forcément encore tout à fait la même maturité, même si franchement, on n'a pas beaucoup de leçons à donner sur grand chose, parce qu'en fait, on parle beaucoup, mais on fait pas tant que ça, et on reste très techno-solutionniste. Podcast, quoi. Et très, ouais, c'est ça. Mais voilà, au niveau européen, etc., il y a des grands programmes, des grands trucs, mais ça reste quand même un peu croissance verte et business as usual, quoi. Donc, c'est pas encore trop sobriété. Ça va peut-être venir, mais. Donc, il y a quand même, ça bouge un petit peu de ce point de vue-là. Les forces de rappel, plutôt, elles sont énormes. Je pense que voilà, des questions de poids financier, de système économique, d'inquiétude au niveau public sur la question des dettes et des rentrées d'argent. Donc personne n'a intérêt à ce que l'économie passe en décroissance. Et Timothée Parric que tu as reçu, je pense que voilà, il parle de la nécessité quelque part et de l'absurdité de la croissance et de la nécessité d'une décroissance, mais il explique pas, il n'a pas monté une théorie économique qui montre comment on va faire les retraites et les machins dans un monde en décroissance, ou maintenir la Tour Eiffel et le Louvre dans un monde en décroissance. Donc personne n'a encore bossé là-dessus, c'est complètement à déchiffrer. Donc ça, à défricher, pardon. Donc ça fait peur à tout le monde. Donc je pense que ça va être très très compliqué de réellement mener la transition, si on peut dire, avec la profondeur et ou la planification éventuelle nécessaire.
puis même planifier sur 30 ans aujourd'hui, quand tout est balayé en quelques années, c'est très impressionnant. Donc il y a quelques trucs qu'on peut partir dans la bonne direction, mais au-delà de ça, je suis pas certain. Qu'est-ce que ça peut être un monde économiquement c'est un peu un truc incroyable. On parlait tout à l'heure de techno-discernement. Ouais. Donc de dire, bah oui, je vais garder les IRM à l'hôpital, c'est super. Et puis par contre, les smartphones, on va essayer de les garder 10 ans, et les ordinateurs 15 ans, 20 ans. Oui, mais c'est quoi le système économique de ces milliers de sous-traitants mondiaux, de ces dizaines de milliers d'usines qui fabriquent des composants et des trucs? Est-ce que je peux continuer à faire des IRM si j'ai plus les centaines de millions de smartphones qui sortent chaque année et les ordinateurs que je jette? À quel prix sortiront? Est-ce qu'il y aura encore la possibilité d'amortir ces usines? Est-ce qu'elles vont faire faillite? Voilà. Donc, ça me parle beaucoup pour justifier parfois une certaine inaction, et ça j'en parlais avec Cécile Renoir qui me disait mais en fait il va y avoir des emplois qui vont disparaître, mais il y en a d'autres qui vont être créés, et en fait la valeur elle va quand même exister, la valeur de l'emploi, la valeur la valeur économique créée, mais c'est juste que il y a énormément, tu vois, le dernier truc que j'ai vu c'était sur un post où on disait il y avait un maire qui avait interdit à une usine Coca-Cola là récemment d'utiliser l'eau de sa nappe phréatique. Ouais. Et les commentaires que je lisais c'était mais en fait, vous vous rendez pas compte, c'est 350 emplois. Et en fait, on met beaucoup en opposition de ces nécessités, la nécessité de sauver des emplois. Retour sur l'aérien, tout à l'heure, on parlait des jets privés. Ouais. C'est le premier truc qui sort, c'est les transports cardiaques, comme on disait. Et puis le deuxième, c'est les emplois, la filière, etc. Donc évidemment. Hein. Donc surtout quand en plus c'est une filière d'excellence. Voilà. Je viens de Bordeaux, donc je sais de quoi je parle. Ouais. Voilà. Donc Donc voilà, donc ça va être très compliqué de réellement muter. En parler de plus en plus et créer de la dissonance cognitive, ça on va savoir faire, mais réellement muter, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Ça n'empêche pas d'être optimiste et de se projeter dans l'action, parce que c'est dans l'action qu'on se réalise. Hein, donc voilà, même si on fait les colibris. Voilà, c'était Marianne Evans, je crois, qui écrivaine du 19e siècle, qui disait donnez-moi une bataille que je suis sûr de gagner, c'est pas très courageux. Par contre, donnez-moi une bataille que je suis sûr de perdre. Alors ça, c'est du courage. Voilà. Donc là, c'est peut-être une bataille qu'on est sûr de perdre, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même la mener. Oui, ce qui est une belle redite de à vaincre sans péril, on triomphe sans Ouais, voilà, effectivement, absolument. Je me dis d'une autre manière, le CID, non, c'est ça, je crois. Bon, ouais. Et puis surtout, moi, ce qui me rend optimiste, c'est la nature adaptable de l'être humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se censure collectivement en disant bah non mais ça c'est pas possible. Ah non mais que les chauffer à 17 degrés les locaux, parce que nous on dit 19, mais évidemment dans un bâtiment superbe mais un peu dur à chauffer, des fois il faisait 17 à certains endroits et je suis gentil en disant 17, puis 22 à un autre. Bon, bien conçu un peu dans le monde d'avant, on va dire. On travaille sur la conduction, voilà. Donc les plaids. Voilà, c'est ça. Bah oui, mais les gens ils viennent avec je sais pas quoi. Oui, effectivement un plaid au boulot, mais on faisait ça il y a 3-4 ans. C'était le piquet de grève, quoi. Enfin, je caricature un peu en disant ça, mais ça aurait été inacceptable, insupportable. Et à la limite, on aurait tous été les premiers à dire, bah oui, c'est pas supportable. Et là, finalement, les gens, ils sont contents, ils disent, c'est super, fuck Poutine, je sais pas quoi. Bon, mais donc, on voit qu'en fait, d'un point de vue comportemental, l'être humain est hyper adaptable. Et puis d'ailleurs, nous, dans notre petite péninsule européenne, on est là en train de stresser, je sais pas quoi, de mécanismes d'effondrement, machin. Il y a quand même plein d'autres endroits dans le monde où, franchement, c'est pas effondré, mais ça n'a jamais vraiment décollé, ou alors ça s'est effondré pour de vrai, et puis ils savent de quoi ils parlent. Donc je pense que, alors je dis pas que je fantasme ces vies-là, hein, mais je pense qu'il y a moyen de se réaliser, d'avoir une vie bonne, d'avoir une vie riche, d'avoir une vie bienveillante, etc. Et dans des mondes qui sont effectivement moins engageants d'un point de vue environnemental, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue des émissions de CO2. Et que c'est juste que pour l'instant, on ne se rend pas vraiment compte que c'est possible, mais en fait, voilà, on va s'en rendre compte tranquillement en marchant. Et du coup, c'est ça, voilà, c'est cet aspect-là qui me rend optimiste, c'est ce qu'on appelle le décalage des points de référence. Un truc qui a été inventé par un gars que j'aime bien, qui s'appelle Daniel Pauly, qui est un spécialiste des stocks de poissons, et voilà, un biologiste marin, et donc qui a raconté, ça s'appelle The Shifting Baseline Syndrome, qui est un article scientifique célèbre qui date de 95, je crois, dans ces eaux-là, et où en fait il explique, en fait, au fur et à mesure que les stocks de poissons se vident, les scientifiques à qui on demande si l'état de la biodiversité dans telle pêcherie est OK ou pas, prennent comme point de référence le moment où ils sont rentrés dans la carrière.
Et donc, au fur et à mesure qu'il y en a qui partent à la retraite et que des jeunes arrivent, eh bien, en fait, le point de référence se décale vers le bas. Et après, il y a eu plein de travaux. Donc, on a toujours 20% de diminution de la biodiversité d'ailleurs les 80. En fait, c'est un peu le concept d'amnésie environnementale aussi. C'est-à-dire, finalement, mon fils n'a pas vu beaucoup de papillons par rapport à moi, mais moi, j'ai pas vu beaucoup de papillons par rapport à mon grand-père. Et en fait, à la fin, on n'arrive pas à se transmettre cette connaissance-là. Et du coup, on n'est pas du tout stressé de ne pas voir beaucoup de papillons et de chauves-souris, quoi, parce qu'on n'en a jamais vraiment vu beaucoup. C'est un peu affreux, évidemment, de dire ça, mais c'est un peu l'idée. Et je pense que cette notion de décalage de point de référence, elle fonctionne dans tout, pas que dans le domaine environnemental, et dans les deux sens. Et donc, en fait, finalement, oui, aujourd'hui, 19 degrés, on trouve que c'est supportable pour chauffer un logement. Demain, ça peut être 16. Balzac, il a écrit, il faisait pas 16 chez lui, je pense, et puis il a quand même réussi à écrire. Et Kant aussi, et je sais pas qui. Donc, moi, je crois beaucoup à ça, et donc au fait qu'aujourd'hui, on s'auto-censure un peu en disant « mais non, mais ça, c'est pas possible, jamais on mettra les gens à vélo, jamais on mettra les gens à s'habiller plus en hiver, jamais les gens accepteront de plus acheter un smartphone à Noël ». Si, oui, il y a eu un monde où on s'achetait pas un smartphone à chaque Noël et ça allait très bien, quoi. Il y avait d'autres trucs. Donc, je pense qu'en fait, on néglige. D'une part, on néglige et on sous-évalue la puissance possible dans un effet d'entraînement et dans un effet mimétique, mais mimétique au sens positif du terme, quelque part, les ressorts humains, quelque part, des solutions, quoi, les ressorts socio-techniques dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, finalement, aujourd'hui, il y a plein de mètres carrés, au lieu de construire plein d'immeubles en plus, en fait, il y a plein de mètres carrés sous-utilisés et sous-occupés, qu'on peut réinvestir avec, je sais pas quoi, au lieu de construire une résidence étudiante, on incite des familles dont les grands-enfants sont partis faire des études à avoir 1 ou 2 étudiants chez eux. Il y a plein de solutions, en fait, qui sont pas des solutions techniques et qu'on peut imaginer demain de plus en plus mettre en œuvre. Donc c'est ça qui me rend, on va dire, globalement un peu plus optimiste que pessimiste. Ouais. Donc les changements culturels plutôt que les changements techniques. Voilà. Alors ça n'empêche pas, il faut pas cracher dans la soupe et se dire qu'il y a des évolutions techniques qui peuvent être intéressantes. On peut imaginer, je sais pas, sur la chimie des batteries, sur comment recycler mieux des choses, comment faire des biomatériaux hyper intéressants, en quantité limitée, mais qui soient compatibles avec une agriculture durable. Il y a plein de choses à faire. Mais effectivement, essayer d'orienter cette innovation technique plutôt sur la durabilité quelque part et la capacité à se réinscrire dans la limite planétaire plutôt que sur le métavers et l'intelligence artificielle. Quoi. Ou la nouvelle voiture de Hyundai qui est capable de tourner ses roues à 90 degrés pour rentrer se garer facilement sans faire de créneau. C'est ça. Écoute, super, merci beaucoup. On va s'arrêter là parce que je t'avais promis un épisode de 45 minutes, on va dépasser un peu. Ouais, ok. Je suis toujours un peu verbeux, désolé, ouais. Merci Xavier. Merci beaucoup, salut. Et puis si vous êtes encore là, c'est que vous êtes notre auditeur préféré. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.